Qui veut commencer? Nicolas Goldberg. Posons les faits sur la table. Si on construit des centrales nucléaires, il y a une durée de chantier, ça peut durer jusqu'à 10 ans, voire plus. L'exploitation d'une centrale nucléaire, c'est prévu pour 60 ans. Derrière, il y a le démantèlement. Donc, ça nous emmène sur une durée de 80-100 ans. Donc, soit on dit que c'est une énergie durable, soit on dit que ça l'est pas. Dire que c'est une énergie de transition, en fait, on voit que c'est un compromis politique. Et d'ailleurs, même la Société française de l'énergie nucléaire, donc voilà, quand même une association de pro-nucléaire, a bien dit, n'a pas de sens de mettre le nucléaire en énergie de transition. Enfin, ça va nous amener sur le long terme. Donc voilà, on voit bien que c'est un compromis politique et qu'en fait, si on s'engage dans le nucléaire, c'est pour la durée et justement, et c'est pour le long terme, c'est pour chercher cette décarbonation profonde. Ensuite, une fois qu'on se sera débarrassé des fossiles, j'espère le plus vite possible, on pourra poser la question, mais de toute façon, si on construit une centrale nucléaire, c'est pour longtemps, donc transition. Ça me paraît être un entre-deux, un petit peu bancal. Si on regarde ça d'un point de vue uniquement technique, d'un point de vue politique, on comprend que c'est un compromis qui a amené justement à classer le nucléaire dans cette taxonomie. Cyril Cormier, même question. C'est effectivement la classification du nucléaire comme une énergie de transition, c'est réel puisqu'il existe un parc nucléaire en Europe, en France, on le connaît, en Europe, qui est une des régions au monde les plus nucléarisées. Et ce parc existant commence à vieillir, il existe depuis un certain temps. Certains réacteurs vont pouvoir continuer d'exister et de fonctionner quelques années encore. À voir comment on déterminera combien de temps il continue de fonctionner et si les niveaux de sûreté sont présents. Mais il y a un parc existant et ce parc va continuer d'exister. Demain matin, il y aura encore des réacteurs, la semaine prochaine encore. Et on peut se poser la question jusqu'à quand ce parc existant va durer. La classification européenne, cette fameuse taxonomie, elle a plus valeur de camouflet pour la France, qui espérait, au travers de cette taxonomie, retrouver des marges de manœuvre pour dire, regardez, c'est un moyen de production d'électricité qui va permettre sur le long terme de décarboniser non pas uniquement le système électrique français, mais aussi les systèmes électriques ailleurs. Et l'Europe a dit, pas vraiment. C'est une énergie de transition. Comme le dit Nicolas, on ne va pas pouvoir se lancer dans des projets qui vont durer 60, 80 ans. Ce n'est pas de la transition. Voilà. Donc le signal qui est envoyé aux investisseurs privés, puisque la taxonomie sert à ça, c'est de dire OK pour maintenir un certain temps ce qui existe, mais pas forcément pour investir sur des projets qui vont durer très longtemps, ou alors investir dans ces projets, mais pour les utiliser que rarement, quand on en a besoin, ce qui, bien sûr, pour une centrale nucléaire, ça fait beaucoup de problèmes pour pas grand-chose, pour une utilisation très limitée. Donc ce ne sera pas forcément intelligent. Donc il y a, au travers de cette classification européenne, plutôt un signal très négatif envoyé à la France en disant ce ne sera pas forcément ce que vous souhaitiez, ce que vous envisagiez. Ça permettra peut-être de continuer d'exploiter les réacteurs existants, mais pas forcément d'aller beaucoup plus loin. Et parce que sur les réacteurs existants, la question, l'âge moyen des réacteurs français est de 36 ans. Ils sont prévus pour durer 40 ans. Il va donc falloir entreprendre de grands travaux pour prolonger leur durée de vie. Des travaux qu'on estime, alors EDF parle de 55 milliards, la Cour des comptes parle de 100 milliards. En tout cas, c'est des sommes énormes qui sont en jeu, ne serait-ce que pour maintenir les centrales actuelles. Après, faut voir la quantité d'électricité produite derrière, et parce que c'est un parc existant. Là, les montants sont faramineux. Faut voir la quantité d'électricité produite derrière. Le parc nucléaire, c'est entre 300 et 400 milliards de kilowattheures chaque année. Donc, quand on rapporte ça aux milliards qu'on met dedans pour le prolonger, forcément, utiliser un actif existant pour continuer à produire de l'électricité, c'est ce qu'il y a de moins cher. Par contre, ça durera pas éternellement, et donc là il faut se poser la question de ce qu'on fait après, et ensuite il faut revenir à ce que proposait cette taxonomie. C'est pas forcément un camouflet pour la France. Ce qu'il faut voir, qu'est-ce que la France cherchait à travers cette taxonomie. En fait, on financera pas le parc nucléaire avec des investissements privés. Cette taxonomie, c'était un dictionnaire pour dire qu'est-ce qui est durable, qu'est-ce qui est de transition et qu'est-ce qui l'est pas, pour réorienter la finance. Et en fait, si la France voulait mettre le nucléaire
la France et d'autres pays. On a aussi la République tchèque, la Pologne, la Hongrie et d'autres pays, la Slovaquie aussi, il me semble. Et donc, si ces pays voulaient mettre le nucléaire dans la taxonomie, c'est aussi pour pouvoir négocier des aides d'État, pour dire, voilà, on financera pas forcément tout le nucléaire avec des investissements privés, et je pense que les EPR et d'autres centrales nucléaires, on les financera surtout avec des financements publics, parce que c'est comme ça qu'on fait baisser le coût de l'argent. Le but de la France était d'arriver à insérer le nucléaire dans cette taxonomie, pour ensuite dire, nous voulons mettre des aides d'État dans le nucléaire, et donc, comme le nucléaire est classé dans la taxonomie, autorisez-nous à le faire. Donc c'est la prochaine bataille qui se jouera. C'est pour ça que je dirais pas que cette taxonomie est un camouflet. C'est une première victoire, mais ce ne sera pas suffisant pour financer un nouveau parc. Et le parc actuel, comme disait Cyril Cormier, va continuer d'exister. Lui, il n'a pas vraiment besoin de taxonomie. Enfin, le grand carénage, donc le plan qui consiste à faire des investissements pour prolonger une partie du parc nucléaire, ça a commencé en 2014. Donc c'était il y a déjà 7 ou 8 ans. Ça va se prolonger. Les chiffres d'EDF et de la Cour des comptes sont différents parce qu'ils prennent des périmètres différents. EDF a considéré de prendre un périmètre qui va que jusqu'à 2025 parce qu'ils ont dit que c'était là qui était le pic. La Cour des comptes a dit non, enfin tout le parc ça va jusqu'à 2030 et puis il y a aussi des dépenses de maintenance, tout ça. Donc c'est pour ça que les chiffres sont pas les mêmes. Mais c'est Didier Migaud, le président de la Cour des comptes de l'époque, qui a dit après si vous prenez les mêmes périmètres, nos hypothèses sont cohérentes. Donc voilà. Sur le nucléaire, il faut bien regarder. Effectivement, ça coûte de le prolonger, mais comme ça coûte de réparer quelque chose qui ne marche pas sur votre voiture que vous voulez continuer à utiliser, donc c'est moins cher. Par contre, il faut regarder au-delà. Le parc nucléaire fermera un jour, ça c'est clair et net. Après, on peut discuter de quand, mais ça c'est sûr que le parc nucléaire fermera un jour. Il faut voir qu'est-ce qu'on fait après. Le plan de la France, c'est en partie de remplacer le nucléaire existant par des nouveaux EPR. Pour ça, il faut des financements publics. Donc on le met dans la taxonomie verte de l'Union européenne pour pouvoir négocier des aides d'État. Pour l'instant, on en est là dans cette bataille. Il y aura des nouveaux épisodes quand les candidats qui sont pour la relance du nucléaire nous diront comment est-ce qu'ils vont le financer. À mon avis, il y aura un petit feuilleton là-dessus, et c'est, à mon sens, qu'on soit pour ou contre ces projets, c'est à mon sens un point qu'il ne faudra pas négliger dans la relance ou non du futur parc nucléaire avec des EPR. Alors en octobre, RTE, le réseau de transport d'électricité, a publié un rapport qui s'appelle Futur énergétique 2050. RTE élabore plusieurs scénarios, allant d'un scénario où la France passe à 100% énergie renouvelable à un scénario où elle conserve du nucléaire. Et selon RTE, et ça rejoint ce que vous venez de dire, selon RTE, conserver 50% de nucléaire dans le mix énergétique en 2050, cela signifie prolonger l'essentiel des réacteurs actuels jusqu'à 60 ans, voire au-delà, mettre en service 14 nouveaux EPR entre 2035 et 2050 et installer en complément une capacité significative de petits réacteurs nucléaires. Ça veut dire que même en baissant la part, comme certains l'indiquent, comme un progrès, en fait, on se rend compte qu'on est obligé de construire des nouveaux réacteurs. Cyril Cormier. Alors, cette constatation, elle a été faite dès que la proposition de réduire à 50% la part du nucléaire d'ici 2025, quand François Hollande l'avait faite, ça a été décalé depuis. Dès cette époque-là, on savait que ça pouvait dire qu'on continuait qu'on construisait de nouveaux réacteurs ou qu'on enlevait des réacteurs en fonction du niveau de la demande en électricité. Ça, c'est un premier point qui est important dans les scénarios que vous présentez, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs scénarios. Et il y a plusieurs niveaux de demande. Ça montre assez souvent que plus on va vers une consommation excessive, sans trop de limites, sans trop d'efficacité ou de sobriété dans la consommation, plus on va avoir besoin de tout. Des renouvelables, de l'éolien, du solaire, du nucléaire, des SMR, des EPR, un peu de tout. C'est-à-dire des niveaux d'investissement colossaux et puis un programme nucléaire qui continue par défaut. Ne sachant pas comment faire autrement. Dans d'autres scénarios, on voit une consommation qui peut être plus modérée, pas forcément excessivement plus modérée, mais en tout cas plus modérée, tout en gardant une électrification des usages qui ne sont pas électriques aujourd'hui, toujours dans cette idée de lutte contre les dérèglements climatiques, c'est-à-dire de baisse des émissions de gaz à effet de serre des secteurs qui utilisent le gaz, le pétrole, donc ça va être les transports, l'industrie, etc. Donc il y a plusieurs scénarios. Dans tous ces scénarios, ce que l'on voit, et la constatation première, c'est que sans éolien et solaire, pas d'avenir. Et des quantités massives. C'est-à-dire que ce que la France a fait jusqu'à présent, prendre du retard sur l'éolien et le solaire, assez souvent d'ailleurs en participant à des campagnes de détérioration de l'image de ces moyens de production, en disant que ce n'est pas fiable, que c'est coûteux, que ça marche pas, etc. Tout ça
c'est un échec. Ça contribue à ralentir la décarbonisation future de l'énergie en France. Et ça, c'est un premier constat qui est très important dans les scénarios. Le second, c'est que là où quelques années, il était impossible de discuter de réduire le nombre de réacteurs en fonctionnement en France, là aujourd'hui, on a un scénario qui maintient à peu près une part identique, et tous les autres qui disent il est possible d'aller vers une baisse, et même certains vers une baisse plus forte. C'est ce panorama-là qui est dressé. C'était impossible il y a 15 ans, c'est possible aujourd'hui. Donc on voit bien une évolution quand même, y compris du côté d'un acteur, RTE, qui il y a quelques années était encore au sein du giron d'EDF et à cause de ça avait des difficultés à se projeter au-delà du nucléaire. Donc on voit bien que cette démarche est possible. Si on regarde en dehors de nos frontières, on voit bien que d'autres pays aussi ont cette ambition, soit de réduire, soit de supprimer. L'Angleterre, qui a dit qu'elle relançait, est plutôt réduit ces dernières années. L'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire, la Belgique va sortir du nucléaire, l'Autriche n'en a jamais voulu, l'Italie non plus. Il y a le Portugal est sorti du charbon sans faire plus de demandes sur le nucléaire, sans faire appel au nucléaire. Donc il y a pas mal de pays aux alentours qui se positionnent sur des moyens de production qui, à terme, seront décarbonés sans le nucléaire. Et donc il y a une question qui se pose pour la France, c'est est-ce que la France doit rester un îlot nucléaire indépendamment de ce qui se passe aux alentours et peut-être avoir des difficultés d'intégration technique aux frontières, mais aussi de marché, parce que les fonctionnements seront différents, ou bien est-ce que la France adopte une posture plus solidaire et qui permet un fonctionnement plus fluide des différents systèmes électriques interconnectés au niveau de l'Europe. La France étant très centrale au niveau de l'Europe, elle permet la connexion entre l'Espagne et l'Allemagne, entre le Royaume-Uni et l'Italie. Il est nécessaire qu'elle joue un rôle pivot et s'arc-bouter sur un système de production massive à base de nucléaire risquerait de mettre en difficulté cette transition au-delà des frontières de la France. Anne Hidalgo face à Mediapart, c'est parti. Bonsoir Anne Hidalgo. Bonsoir à vous. Alors je le disais, vous êtes candidate socialiste à l'élection présidentielle désignée en octobre dernier au terme d'un vote des militants PS. Vous êtes la maire de Paris depuis 2014. Avec moi pour vous interroger dans ce premier temps, Mathieu Dejean. Salut Mathieu. Salut Christophe. Et d'abord une question d'actualité, Anne Hidalgo. Nous avons révélé hier soir que le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, était en vacances à Ibiza au moment où il a annoncé à quelques heures de la rentrée le nouveau protocole sanitaire dans les écoles. Vous avez dit ce matin que vous n'appeliez pas à sa démission et que c'était au président d'agir si tel était son oui, choix. puis surtout par le vote. Je pense que les Français pourront utiliser leur bulletin de vote pour dire ça suffit. Mais vous, présidente, dans une telle situation, avec un ministre qui fait cet impair, vous faites quoi? Vous l'appelez à démissionner pour Oui, je pense que d'ailleurs, avant ça, parce que il y a eu déjà il y a eu le protocole en tant que tel qu'il a jeté comme ça, sans concertation aucune, un dimanche soir. Que les parents d'élèves, les enseignants, les maires, parce qu'en tant que maire, moi j'ai découvert ça aussi, on était tous dans l'attente, vous savez, c'est quand même, il faut organiser derrière des équipes, il faut se préparer, il faut être prêt à donner aussi l'information pour que les parents et les enfants sachent, et les enseignants, de quoi il en retourne. Donc c'est une gestion de cette crise sanitaire qui d'ailleurs est assez, pour Jean-Michel Blanquer et d'autres ministres, très erratique, depuis pas mal de temps. Moi, je vois la difficulté qu'ont les maires et je l'éprouve directement pour travailler avec l'éducation nationale. Chaque fois qu'on a essayé de dire mettons en place ensemble d'abord des distributions de masques, parce que les masques ils n'arrivaient pas pour les enseignants. Quand on a été en situation de mettre en place des tests, on nous a dit non, grosso modo mêlez-vous de ce qui vous regarde, laissez-nous gérer, on sait faire. Et puis vraiment il y a eu dans cette gestion de crise quelque chose d'assez chaotique et qui est marqué par ce manque de respect des partenaires. D'abord des enseignants qui quand même devraient être protégés, devraient savoir quelles sont les règles claires pour pouvoir avancer. Je me souviens aussi de tout le débat sur les capteurs de CO2.
où il a fallu se battre pour essayer d'obtenir quand même du côté des mairies un remboursement de ces sommes qui sont importantes et que bien sûr nous mettons en place et nous développons. Donc tout a été à l'avenant avec un ministre très arrogant qui, je pense, a une vision de la réalité qui est très tronquée, qui est, je crois, conscient d'une forme de supériorité de sa part, et on le voit, la gestion aussi de Parcoursup qui est catastrophique, alors qui n'a rien à voir avec la pandémie, mais dans la pandémie aussi la gestion des épreuves du bac. Donc on a un ministre qui de fait est déjà démissionnaire. Oui, présidente de la République, je ne laisserai pas, ou je demanderai à mon Premier ministre, puisque c'est quand même le rôle du Premier ministre de faire en sorte que le gouvernement fonctionne. Je le rappellerai quand même à la réalité des choses. Mathieu. Ouais. Ce matin sur France Inter, Christiane Taubira n'a pas voulu dire si elle retirerait sa candidature en cas de défaite à la primaire populaire. Donc, quoi qu'il arrive, vous pourriez être 3 dans cette campagne présidentielle à occuper le même espace politique, social-démocrate et écologiste avec Yannick Jadot. Est-ce que ça ne vous fait pas craindre le risque d'une défaite collective ? Bien sûr que la question de l'union de la gauche est une question majeure et que c'est une évidence. J'ai, au mois de décembre, proposé qu'on puisse avoir une primaire, une vraie primaire, un vote après des débats. Je suis sûre que si Yannick Jadot avait accepté, parce que j'ai dit, voilà, à tout le moins ceux qui pourraient gouverner ensemble, et que je pense qu'en termes de recomposition, si à l'avenir il y a des choses à entreprendre, c'est quand même, et vous avez raison, entre ce pôle social-démocrate et un pôle écologiste. J'ai fait cette proposition, elle a été refusée, y compris la question même des débats, parce qu'au bout d'un moment, j'ai bien compris qu'il n'en voulait pas, et j'ai dit, à tout le moins, débattons devant les Français, remettons les sujets de la gauche, de l'écologie au cœur du débat, parce que ce sont des vrais sujets, qu'on arrête de nous dire que les vrais sujets sont portés par Zemmour ou je ne sais qui. Ce sont les vrais sujets que nous posent aussi nos concitoyens quand on les rencontre. Et les débats ont été refusés. Donc on est effectivement dans cette difficulté. J'ai pris ma décision, pas toute seule. Je suis aussi, je porte la candidature d'une famille politique qui va au-delà quand même du Parti socialiste. J'ai aussi avec moi des personnalités comme Jean Jouzel et d'autres qui incarnent l'écologie, qui m'accompagnent, qui considèrent qu'aujourd'hui l'enjeu il est écologique. Bien sûr, la transition écologique elle est majeure, mais que l'enjeu c'est social, c'est qu'on arrête de faire peser sur les plus fragiles et les classes moyennes tout le coût de cette transition qu'il va nous falloir faire. Et donc ma famille politique, évidemment que c'est avec elle aussi que cette décision, que j'ai pris cette décision de dire je tourne cette page à regret, mais je la tourne et maintenant projet contre projet. Je trouve dommage qu'effectivement, y compris ce processus sympathique d'une primaire populaire, d'une consultation qui va noter chacun des candidats, c'est quelque chose d'innovant, c'est tout à fait intéressant, mais que ça aboutisse finalement à créer une candidature supplémentaire, je pense que c'était vraiment pas le but du jeu. Vous dites projet contre projet, justement, qu'est-ce qui vous distingue sur le fond tous les 3 et qu'est-ce qui vous empêche de vous unir aujourd'hui ? D'abord, vous savez, on gouverne ensemble. Je dirige à Paris une majorité depuis 2014 dans laquelle il y a les écologistes, les communistes, des humanistes, des personnalités qui viennent du PRG, etc. Donc évidemment que dans la volonté d'agir ensemble et de transformer les choses, je pense qu'il y a beaucoup de points communs. Ce qui nous distingue aujourd'hui, c'est sans doute aussi nos origines politiques, les raisons qui font qu'un jour on s'est engagé dans une famille politique et que moi je suis rentrée au PS tardivement d'ailleurs, mais par les questions sociales, parce que je suis venue à la politique par la question du travail, par la question sociale, et bien sûr que dans ma génération, les questions relatives à l'écologie étaient déjà très présentes.
pas sous la forme d'aujourd'hui. On venait à l'écologie par le combat, par exemple, sur le Larzac ou la question du nucléaire. On venait à l'écologie par les questions relatives au développement. Ce que j'ai fait aussi, c'est-à-dire que moi, dans mon engagement, j'étais très inspirée à la fois, bien sûr, par la gauche, cette gauche qui a pu accéder au pouvoir quand j'avais 20 ans, mais je suis venue aussi à l'écologie par des personnalités de la deuxième gauche qui étaient très engagées. Je pense à des personnes comme Huguette Bouchardot et bien d'autres qui avaient vraiment pris ce sujet de l'écologie avec elles. Donc moi, je me suis construite politiquement aussi, d'abord par la philosophie à laquelle j'adhère, mais aussi dans mon action avec ces familles-là. Ce qui nous distingue, ce sont ces origines-là. Mais évidemment que ça n'est pas irréconciliable. Évidemment, ça se saurait si c'était irréconciliable. On ne serait pas en train de gouverner ensemble dans plein de localités, régions et même dans la capitale de la France. À ce jour, 32 millions de Français ont reçu leur 3e dose de vaccin. Le pass vaccinal va bientôt être mis en place pour essayer de contraindre ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et selon le New York Times, ce sont pas moins de 10 milliards de doses de vaccins qui ont été jusqu'ici administrées dans le monde, mais selon de fortes disparités. Sur cette première carte du monde, plus c'est vert, plus la population a reçu au moins une dose de vaccin. Plus c'est rouge, moins la population a été vaccinée. L'Afrique, on le voit, est très très peu vaccinée par rapport au reste du monde. Et sur cette autre carte, plus les pays apparaissent en jaune, plus la 3e dose a été administrée. Résultat des courses, les laboratoires qui développent les vaccins contre le Covid voient leurs profits exploser. En 2022, le vaccin de l'américain Pfizer, co-développé avec la firme allemande BioNTech, va lui rapporter 32 milliards de dollars, auxquels devraient s'ajouter quelques autres dizaines de milliards de dollars liés aux médicaments anti-Covid qu'il est en train de développer. Les labos savent donc qu'ils disposent d'une corne d'abondance, d'autant que le Covid risque bien de devenir une maladie un peu comme la grippe récurrente. Ils développent déjà des vaccins ciblés sur certains variants, notamment le variant Omicron. Écoutez ce qu'en disait récemment le PDG de la firme américaine Moderna. We are working very actively on an Omicron-specific vaccine as a booster. That should be in the clinic very soon. And we are discussing with public health leaders around the world to decide what do we think is the best strategy for a potential booster for the fall of 2022. We believe it will contain Omicron mRNAs, but do we need to add any other components? That has to be discussed because we need to be careful to try to stay ahead of the virus and not behind the virus. Peut-on alors démocratiquement contrôler les laboratoires et faut-il, et si oui, comment lever les brevets pour permettre un accès plus élargi aux vaccins, notamment dans les pays pauvres? On en discute avec 3 invités ce soir. Isabelle Defourny, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice des opérations de Médecins sans frontières. Jérôme Martin, bonsoir également. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Et enfin, Roselyne Lesaint, bonsoir. Vous êtes journaliste et vous couvrez le sujet des vaccins et des laboratoires pour Mediapart. Bonsoir à toi. Première question à tous les 3. On est en pleine vague Omicron avec des incitations très fortes à se faire vacciner, revacciner. C'est aussi le sens du pass vaccinal qui a été adopté à l'Assemblée dimanche dernier. Et en même temps, on le constate, il y a des infections, des réinfections. Donc beaucoup de gens se disent à quoi bon se lancer dès maintenant dans une première, deuxième, troisième dose, alors que dans le même temps, ils voient les profits des grands groupes pharmaceutiques augmenter de manière vertigineuse. Que leur répondre, Roselyne Lesaint? Mais c'est vrai que les gens sont un peu perdus. Le gouvernement a contribué aussi à brouiller le message en instaurant le pass sanitaire comme solution miracle à la résolution de la pandémie, en laissant entendre que seuls les non-vaccinés transmettaient le virus, alors que finalement les laboratoires, quand ils ont conçu les vaccins contre le Covid-19, leur premier objectif c'était de limiter les formes graves. C'est ce qui était attendu de leur part, c'est ce qui saturait les hôpitaux, c'est ce que les gouvernements voulaient. Ils ont même pas mesurer en fait l'apport que ça pouvait avoir sur la baisse de la transmissibilité du virus. Donc
finalement, le fait qu'on ait instauré le pass sanitaire en ne prêtant plus tellement attention aux gestes barrières, en supprimant le masque dans les espaces clos, que le gouvernement français n'ait pas investi dans l'aération des lieux fermés, ça a fait que ça passait pendant l'été en métropole. Une fois que l'hiver est arrivé et une fois que Omicron est arrivé beaucoup plus contagieux, ça passait plus du tout. Donc là, effectivement, on s'est rendu compte que les vaccins n'étaient plus aussi efficaces face à la transmissibilité. Et le problème, c'est que les gens, ils s'en rendent bien compte. Ils font leur première dose, leur deuxième dose, leur troisième dose. Ils sont malgré tout positifs. Ça sert à rien de mentir, de troubler le message. Autant être clair, parce que le risque, finalement, c'est que les gens n'aient plus du tout confiance en les vaccins. Moi, hier, j'interviewais un responsable du ministère de la Santé, et quand je l'ai interrogé à ce sujet-là, sur le risque de baisse d'efficacité sur la transmissibilité avec ces vaccins, il me dit non, je vous arrête tout de suite, vous laissez entendre que les vaccins sont pas efficaces alors qu'ils restent très efficaces contre les formes graves. C'est vrai, ils restent efficaces à hauteur de 70-80% pour éviter les risques d'hospitalisation et de se retrouver en réanimation, donc c'est vrai, mais l'efficacité est largement diminuée pour ce qui est de transmettre le virus, et ça, il faut pas le cacher à la population. C'est ça, une efficacité diminuée aussi par rapport aux nouveaux variants. Est-ce que là, on est encore dans l'idée de la troisième dose, mais on parle déjà d'une quatrième dose. Est-ce qu'elle devrait être spécifiquement adaptée aux variants Omicron, en se disant que peut-être déjà la vague Omicron sera alors passée et qu'on sera peut-être passé à un nouveau variant? Alors, ce qui est sûr, c'est que les virologues, ils trouvent que ça n'a aucun sens d'envisager une quatrième dose avec des vaccins qui ont été conçus sur la souche originelle qui est apparue il y a 2 ans. Ça fait depuis 1 an et demi que les fabricants de vaccins ARN messagers nous disent qu'ils ont un produit génial, qu'ils peuvent transformer en 6 semaines et l'adapter aux variants émergents, qu'ils le fassent. Là, vraiment, ça pourrait être utile parce que pour le coup, ça permettrait d'améliorer l'efficacité face aux formes graves, mais aussi face à la transmissibilité, si on avait un vaccin qui soit adapté à Omicron. Là, les fabricants l'annoncent a priori pour mars, je ne sais pas si ça va être tenu comme objectif, mais bon, les gouvernements payent tellement cher les vaccins que la moindre des choses, c'est que les promesses soient tenues. Isabelle de Fourny, est-ce que plus généralement, à l'occasion de cette pandémie, les laboratoires pharmaceutiques, qui avaient déjà une certaine puissance, mais seraient devenus tout puissants? On a même entendu des comparaisons avec, alors évidemment c'est ceux qui sont opposés, mais les marchands d'armes qui, dans les guerres, allaient main dans la main avec l'État pour faire de plus en plus de profits. Or, nous sommes en guerre, comme l'a dit le président de la République. Ah mais c'est certain que les profits sont choquants et reflètent des pratiques du secteur que Médecins sans frontières a déjà dénoncées dans le passé, notamment les prix qui sont pas en lien avec les investissements de la recherche ou les coûts de production. Le manque de transparence complet sur les prix, sur les accords commerciaux. Et puis alors, pour le vaccin Covid spécifiquement, on voit aussi une nouvelle pratique qui est celle qui est le fait que les laboratoires ne sont plus responsables légalement des effets secondaires. Ils transfèrent cette responsabilité aux États. Donc il y a tout ce cadre qui est à nouveau... Mais est-ce que depuis MSF, vous avez vu un changement d'échelle ou même un changement de nature dans ce qui se passe? Non, mais ça, c'est certain qu'aujourd'hui, on est dans une échelle jamais vue précédemment, on avait discuté des brevets, on discute des profits des laboratoires, mais ce qu'il faut avoir bien en tête, moi je pense que c'est quand même important de le dire, c'est que jamais on a été aussi vite pour développer un nouvel outil avec cette ampleur-là, Ça c'est quand même un point, la rapidité et le volume, Ça c'est quand même absolument incroyable. Et pour revenir sur les vaccins, moi je suis tout à fait d'accord. C'est évident, l'objectif des vaccins, les vaccins restent quand même extrêmement utiles pour réduire les formes sévères, les hospitalisations, les décès. Ça c'est certain. Après, on comprend là maintenant, mais c'était déjà une question dès le début, Est-ce que finalement des vaccins vont être capables de contrôler une épidémie, une pandémie? Aujourd'hui, on voit clairement avec le variant Omicron que c'est pas faisable, mais c'était déjà une question importante dès le début. Et sur les vaccins, je pense que ce qu'il faut ajouter, c'est que non seulement
ils sont moins efficaces qu'attendus sur la réduction de la transmissibilité, mais ils ont une durée de protection très courte. Et donc aujourd'hui, ce ne sont pas les outils, on n'a pas l'outil qui nous permettrait finalement d'envisager de contrôler l'épidémie à l'échelle mondiale. Ça, il faut bien garder ça en tête, je pense. Est-ce qu'on sait, Rosen, le prix d'un vaccin, quelle est la marge du laboratoire ? Alors on a beaucoup de mal à obtenir précisément le prix des vaccins, puisqu'effectivement le manque de transparence fait qu'on n'a pas accès aux contrats qui ont été signés, notamment entre la Commission européenne et l'industrie pharmaceutique. On a accès à des bribes de contrats. On a des passages qui sont floutés, dont les prix des vaccins. Heureusement, quand le contrat expurgé d'AstraZeneca a été publié, il y a eu une erreur de bureautique qui a fait qu'avec une petite manipulation, on a réussi à voir ce qu'il y avait en dessous, les zones noircies. Ça nous a déjà apporté pas mal de matière pour effectivement avoir la confirmation que les laboratoires avaient transféré la responsabilité d'indemniser les potentielles victimes d'effets secondaires aux États. Ça nous a permis de savoir quel était le prix du vaccin AstraZeneca, etc. Mais après, c'est par d'autres fuites qu'on réussit à avoir à peu près le prix. En gros, la Commission européenne a payé 15 € la dose pour le premier contrat, pour les primo-injections. Et ensuite, Pfizer et Moderna ont augmenté leurs tarifs sous prétexte que effectivement leurs produits semblaient être les plus efficaces et du coup ont augmenté à 20 €. Ce qui fait qu'une personne qui a reçu ces 2 premières doses puis sa dose de rappel, ça a coûté 50 € au gouvernement français. L'écart, il est énorme par rapport au coût de production qui est estimé. Il y a une étude anglaise notamment qui a montré que c'était à peu près 1 € le coût de production d'un vaccin ARN messager. Et même Pfizer, quand il dit qu'il vend à prix coûtant, donc on ne sait pas exactement ce qu'ils mettent dans à prix coûtant, il y a aussi tout ce qui est marketing, etc. qui rentre en compte, ils établissent le prix à 5,50 €. Donc rien qu'avec ce prix reconnu de Pfizer et le prix vendu à la Commission européenne, il y a déjà de sacrées marges. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le jeudi 20 janvier 2022. Bienvenue dans À l'air libre. Au sommaire de cette émission, les révélations de Mediapart sur les grands donateurs de la campagne Zemmour. Retour sur le premier volet d'une enquête sur les soutiens financiers aux candidats d'extrême droite. Ensuite, en deuxième partie d'émission, je recevrai l'anthropologue Didier Fassin qui publie un livre intitulé La société qui vient aux éditions du Seuil. À l'air libre, c'est parti. Avec moi sur ce plateau, Marine Turki, bonsoir. Bonsoir. Tu révèles avec Ariane Lavrieux et Sébastien Bourdon des éléments sur les grands donateurs de la campagne d'Éric Zemmour. On a beaucoup entendu parler des montants obtenus par Éric Zemmour. On sait moins qui sont les donateurs. Est-ce que ces donateurs contredisent le storytelling qui est fait par la campagne Zemmour d'un soutien populaire, de plein de petites mains, de petites gens qui financeraient la candidature du candidat d'extrême droite ? Alors c'est vrai que l'équipe Zemmour nous a répondu qu'ils avaient 80 000 adhésions à Reconquête depuis 1 mois et demi, qu'ils avaient 6 millions d'euros de dons, parmi lesquels 25 000 donateurs et 75% de petits donateurs, moins de 150 €. Voilà pour le storytelling qui est effectivement celui d'un mouvement populaire qui serait en train de naître depuis 1 mois et demi avec des petits contributeurs financiers. Nous, notre enquête a en tout cas permis de montrer que très tôt, Éric Zemmour a essayé de faire des levées de fonds qui ont été organisées dès le mois de mai, entre mai et novembre, une série de dîners de levée de fonds avec des grands donateurs issus des milieux financiers, d'affaires, des avocats fiscalistes, des gérants de hedge funds, de fonds d'investissement, des cadres supérieurs dans des grands groupes industriels ou autres. Donc ça, c'est à rebours effectivement du storytelling de l'équipe Zemmour. Et puis on voit que parmi ces donateurs, il y a aussi beaucoup de déçus, on va en reparler, de la droite. Mais tout ça est pas sans rappeler finalement la machine à dons et le storytelling. Ça nous rappelle peut-être une autre élection présidentielle il y a 5 ans, des petits dons et en réalité dont on s'aperçoit après que ça a été préparé très en amont avec des gens très riches. Voilà, c'est exactement ça. Emmanuel Macron, en 2016, quand il lance un petit peu le mouvement En Marche, il raconte l'histoire d'un élan populaire et derrière on s'aperçoit que très tôt, des dîners de levée de fonds ont été faits avec les milieux financiers, les milieux d'affaires, des avocats fiscalistes, des avocats d'affaires, etc. Donc il y a effectivement un parallélisme de ce point de vue-là, c'est indéniable. Comment est-ce que vous avez travaillé pour cette enquête ?
Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti d'un ensemble de documents internes qu'on a pu obtenir de différentes sources, par différents biais, et puis on a aussi pu finalement interviewer un grand nombre de personnes. On a eu notamment accès à la liste des 1000 soutiens de Zemmour qui étaient présents au meeting de Villepinte. C'était son meeting de lancement début décembre. Donc ça dessine finalement les premiers cercles de soutien d'Éric Zemmour, des soutiens politiques, des soutiens financiers, et c'est quelque chose qui est vraiment d'intérêt public, parce que certaines personnes qu'on a pu avoir au téléphone. Oui, c'est ça. Dans les réponses qu'on vous fait, on vous dit, vous empiétez sur nos vies privées. On peut faire ce qu'on veut de notre argent. Voilà. Nous, ce qu'on montre, c'est que finalement, Reconquête, c'est un parti tout neuf, dont on ne sait pas grand-chose. Éric Zemmour l'a créé il y a 1 mois et demi. Il a tout un récit qui consiste à dire, on a des anciens de LR, on a des anciens du RN. Nous, on a voulu finalement savoir par nous-mêmes quelle était la sociologie de son parti. Donc, on a décrypté ces 1000 noms, qui sont les 1000 VIP de Villepinte, son meeting de lancement. On a contacté beaucoup de gens. On a pu retracer les dîners de levée de fonds entre mai et novembre dernier. On a pu aussi contacter un grand nombre de personnes qui sont venues le soutenir, qui sont venues à Villepinte, pour essayer de comprendre les motivations de leur venue, les motivations de leur don pour ceux qui ont fait un don, et les motivations de leur soutien politique. Donc ça, c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, n'avait pas été raconté. C'est vraiment une fenêtre ouverte sur les coulisses de la campagne d'Éric Zemmour. Et est-ce qu'on sait l'équilibre entre les grands donateurs et les petits dons qui auraient quand même eu lieu, pour toujours rester sur la sociologie de ces soutiens à Éric Zemmour? Alors nous, on n'a pas le montant, le nombre exact des petits et des grands donateurs, mais ce qui est certain, c'est que dans les dîners de levée de fonds qui ont été organisés, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont venues. On trouve beaucoup de fillonistes, de gens qui ont voté François Fillon en 2017, beaucoup de gens de l'Ouest parisien pour les dîners de levée de fonds qui ont été organisés à Paris, des cadres supérieurs dans des grands groupes. On trouve par exemple l'ex-chanteur de Partenaires Particuliers, le groupe culte des années 80, qui reconvertit en consultant immobilier et qui se trouve dans un des dîners qu'on raconte dans l'article. Donc effectivement, c'est une sociologie, beaucoup de déçus du sarkozysme, de votants de François Fillon, mais aussi des personnages d'extrême droite. On raconte quand même dans l'article, on donne certains noms de prêteurs ou de donateurs, parce que certains ont fait des prêts de plusieurs centaines de milliers d'euros, et on raconte finalement quels sont un petit peu leurs environnements. On trouve des anciens du MNR, on trouve pas seulement des déçus du sarkozysme. Mais quand même, c'est assez frappant politiquement de voir beaucoup d'anciens soutiens, alors de l'UMP, voire du RPR, parce que certaines de ces personnes, ça fait longtemps qu'ils financent la droite. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une traduction financière, on dirait, du sentiment qu'on peut avoir, c'est-à-dire de certains électeurs de la droite classique qui aujourd'hui se déplacent vers l'extrême droite, type Éric Zemmour? Il y a indéniablement un réservoir de soutien et de voix qui était à droite, et c'est une droite qui en fait trouve que LR, l'UMP puis LR ont été trop mous sur les sujets régaliens, ont été trop dans des alliances avec le centre, et qui aujourd'hui trouvent avec Éric Zemmour un candidat qui ne va pas être celui du Front National, parce que certains disent, moi j'ai jamais voté Front National, mais ils se dirigent vers un candidat d'extrême droite, Éric Zemmour, qui pour eux justement va répondre en termes de sujets sur les demandes sur l'immigration, qui est quand même un sujet qui est revenu dans les entretiens qu'on a fait, mais aussi les accents un peu RPR d'Éric Zemmour. Ça, c'est des choses qu'on peut retrouver. L'autre élément sociologique, c'est beaucoup de diplômés de grandes écoles dans les soutiens, dans les 2 premiers cercles d'Éric Zemmour. C'est quelque chose d'assez écrasant. HEC, Sciences Po, l'ENA, vraiment les grandes écoles, c'est quelque chose qui revient beaucoup, Polytechnique, etc. Ça, c'est la sociologie, non pas des électeurs, mais des soutiens. Alors parmi ces grands donateurs, tu citais le chanteur de Partenaires Particuliers, mais il y a peut-être un nom encore plus frappant aujourd'hui, c'est celui de Chantal Bolloré, la sœur de Vincent Bolloré, qui est au conseil d'administration du groupe familial. Ce nom résonne avec une ampleur différente, surtout qu'on est au lendemain d'une audition de Vincent Bolloré au Sénat, où il a nié tout lien particulier et tout effet de propulsion de la campagne d'Éric Zemmour. Alors effectivement, dans cet univers de donateurs très masculins et de soutien très masculin, parce que dans la liste VIP, 80% sont des hommes, donc très peu de femmes, mais il y a une femme donatrice. d'Éric Zemmour. Il y a une femme qui est Chantal Bolloré, c'est la sœur du milliardaire Vincent Bolloré, effectivement, tu l'as dit. On l'a joint au téléphone et elle nous a expliqué qu'effectivement, elle avait donné, elle dit qu'elle a donné à peu près 1000 euros. Elle n'a pas voulu nous éclairer sur le lien qui pouvait être fait avec le groupe familial, sur aussi l'empire médiatique qu'a déployé Vincent Bolloré et qui déroule aujourd'hui un tremplin à Éric Zemmour. Et puis c'est vrai que du côté de l'équipe de Zemmour, ils ont souhaité minimiser un petit peu ce don, de dire que c'était un soutien parmi d'autres, que Vincent Bolloré lui-même n'avait pas donné, mais en tout cas c'est évidemment un symbole important que Chantal Bolloré, qui siège dans le conseil d'administration du groupe Bolloré, ait donné dans cette campagne Zemmour, et ça raconte un peu la sociologie des soutiens qu'on trouve.
Alors cet article paru aujourd'hui, c'est le premier volet d'une série. Est-ce que tu peux déjà nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qu'on va connaître dans quelques jours? Alors on va publier d'autres enquêtes, mais la prochaine enquête, elle sera consacrée notamment à ces VIP, ces 1000 VIP et leur sociologie plus précisément, donc pas forcément les donateurs, mais les soutiens, ceux qui sont venus à Villepinte. Qui sont ces personnes? Pourquoi ils sont venus là? Et notamment une forte présence des CSP++, des gens qui sont à des postes importants dans des grands groupes privés, qui sont des anciens hauts fonctionnaires ou des hauts fonctionnaires, pour certains en poste encore dans des ministères. Merci beaucoup Marine. On te lit bientôt sur Mediapart en même temps que Sébastien de Bredon et Ariane Lavrieux.